Allez, c'est parti. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour ce TP d'oncologie. Je suis le docteur Lisha Axel. Je suis interne d'oncologie radiothérapie et je m'occupe maintenant des conférences depuis près de 3-4 ans. Des conférences Khalifa notamment et je fais aussi les conférences Hermès bien évidemment. On va faire ce TP d'oncologie, donc c'est travaux pratiques. Ça va être assez interactif. Voilà, il va y avoir une partie avec des jeux, pas mal d'images, pas mal de QCM, des recommandations, et puis on va essayer aussi de vous titiller sur les petits points qui vous embêtent, qui vous font mal, mais je suis là pour ça. Alors, on est parti. Donc, le sommaire, on va avoir donc des nouvelles recommandations, des images, des QROC, des QI et plein d'autres choses. Tout d'abord, les généralités en oncologie, j'aime toujours bien revenir dessus. Je trouve que c'est important. On a vu lors des derniers examens qu'il y avait pas mal de questions QI et des questions plutôt simples sur des choses que vous n'avez pas révisées depuis longtemps. Et c'est dommage de perdre des points dessus. Donc, 5 cancers sont à connaître sur le bout des doigts. Je suis d'accord, ce n'est plus vraiment comme avant. Mais sachez que ceux qui font les QCM, c'est les grands professeurs qui ont 70 ans, 75 ans et qui n'ont... alors, le risque de son risque d'être mauvais. Non, c'est bon. Excusez-moi, j'espère que vous m'entendez bien. Hop, il m'avait fait une petite alerte. Donc, je disais ceux qui font les QCM, c'est souvent des professeurs qui sont un petit peu peut-être voilà, un petit peu old school. Donc pour eux, ces QCM restent toujours enfin ces cancers restent toujours à connaître sur le bout des doigts. Hop. Alors le sein, la prostate, on avance, le poumon, le côlon et le mélanome. D'accord? Vraiment ces 5 cancers, vous devez les connaître sur le bout des doigts. Pour eux, c'est vraiment la base de l'oncologie. Allez, un petit rappel sur les différents marqueurs tumoraux. Donc, on va essayer aussi d'être un petit peu interactif. Tout d'abord, CA15.3. C'est pour quel cancer? Allez, je compte sur vous. CA15.3. Eh bien, CA15.3, c'est pour le cancer du sein. D'accord? Donc, il faut savoir qu'il y a eu un QI entier, il y a 2-3 ans, sur ces marqueurs tumoraux. Donc, ils sont vraiment à connaître. Allez, le suivant, CA19.9, c'est pour les tumeurs du pancréas et de l'estomac. N'oubliez pas l'estomac. CA125 maintenant. Eh bien, CA125, c'est pour les cancers de l'ovaire. D'accord? Il y a 3 ans, un cancer de l'ovaire est tombé. Et il disait quel est le marqueur diagnostic, pronostic ou de suivi qui pourrait être utilisé pour ce cancer. Il fallait cocher CA125. Et ACE. ACE. Alors, je sais très bien ce que vous pensez et vous allez oublier un cancer. Donc, vous avez tous pensé aux tumeurs colorectales, au cancer colorectal, et vous avez oublié le cancer du sein. Donc, si vous parlez du cancer du sein, s'il vous plaît, les amis, vous me cochez CA15.3 et ACE. D'accord? Bien. Un petit mémotechnique, vous voyez que le chiffre augmente de haut en bas. Donc, si vous êtes à l'examen, vous êtes stressé, vous êtes devant votre iPad, c'est difficile. Ah, je sais plus, c'est CA15.3, CA19.9, lequel est lequel? Hop, on se pose. CA15.3, c'est forcément au-dessus de CA19.9. CA15.3, c'est le sein. CA19.9, c'est pancréas et estomac. CA125, c'est l'ovaire. D'accord? Bien. Les soins de support. Les soins de support, je vais vous en parler parce qu'en ce moment, c'est extrêmement à la mode. Tout le monde en parle, tout le monde ne parle même que de ça. Et pourquoi?
Pourquoi on parle que des soins de support? Parce qu'on a montré que les soins de support allongeaient la durée de vie. C'est vérifié, les soins de support allongent la durée de vie des patients. Alors, le but des soins de support, c'est quoi? Améliorer la qualité de vie des patients et augmenter du coup leur survie globale et spécifique. Ils incluent quoi? À votre avis, qu'est-ce qu'incluent les soins de support? Dites-moi. Donc les soins de support, c'est une prise en charge globale de la maladie. On les met en place dès le diagnostic. Attention, gros piège, ils vous mettent soins de support, ce sont des soins palliatifs. Ce ne sont pas des soins palliatifs. D'accord? Pourquoi? Parce que les soins de support, ils incluent une prise en charge psychologique, une prise en charge nutritionnelle, une prise en charge sportive avec des activités sportives qui sont organisées, une prise en charge sexuelle, une prise en charge sociale. Ça aide vraiment le patient à se sentir comme dans un cocon. Et vous savez tous qu'en oncologie notamment, ou même en dehors de l'oncologie, le mental et le bien-être jouent énormément sur la guérison. Bien. Donc, ils incluent une prise en charge de la douleur, la nutrition, la fatigue, la fertilité, sexualité, des séances d'activité physique, des conseils sociaux, esthétiques. Bien. Un petit QI pour se mettre dans l'ambiance. Vous prenez en charge un patient de 83 ans, plutôt âgé, qui présente un tassement pathologique de la vertèbre L3, associé à une épidurite. Quelle origine tumorale donne le plus souvent des métastases osseuses? Le cancer du poumon, le cancer du sein, mélanome, cancer du côlon, cancer de la prostate. À vous. Je vous laisse réfléchir. Normalement, vous avez un petit moyen mémotechnique. Notez-le sur votre brouillon pour ne pas faire d'erreur. Bien. Vous avez tous la réponse, je pense. On avance. Poumon, sein, prostate. Bien évidemment. Le mémotechnique. Quels sont les cancers associés à un envahissement osseux plus important? Le mémotechnique PPRST. Pourquoi PPRST? Pour poumon, prostate, rein, sein, thyroïde. Alors, un petit conseil. Ne vous encombrez pas trop le cerveau avec trop de moyens mémotechniques. D'accord? Maximum, vous devez en avoir une trentaine, pas plus. N'apprenez pas tous vos diagnostics, tous vos facteurs de risque avec des mémotechniques parce que vous allez oublier et c'est beaucoup plus compliqué comment dire, de réussir un QCM avec un mémotechnique. D'accord? Bon, là en tout cas, ce mémotechnique marche très bien. PPRST, on répète ça sous la douche, on répète ça plusieurs fois par jour et après ça rentre. Poumon, prostate, rein, sein, thyroïde. On avance. Concernant le dépistage en cancérologie, cochez là où les réponses vraies. Le dépistage organisé concerne seulement le cancer du sein et du côlon, à votre avis. La mammographie bilatérale est systématiquement couplée à l'échographie et l'outil de dépistage du cancer du sein. Est-ce qu'elle est systématiquement couplée à l'échographie pour le dépistage? Je vous laisse réfléchir. Le dépistage du cancer de la prostate est optionnel et comporte le dosage du PSA couplé au toucher rectal. Le dépistage du cancer du col de l'utérus est destiné aux femmes à partir de 30 ans. Ah, nouvelle recommandation. À partir de 30 ans, le dépistage du col de l'utérus est effectué tous les 5 ans. Ah, là, on parle de la nouvelle recommandation. Bien. Alors, quelque chose aussi, c'est que ce TP est associé à la conférence qui sera aussi enregistrée que vous allez avoir sur la plateforme. D'accord? Donc, essayez de regarder les deux à la suite parce que le TP et la conférence sont liés. D'accord?
Alors oui, excusez-moi, j'ai oublié de commenter la question. Donc le dépistage organisé concerne seulement le cancer du sein et du côlon? Non, il y a le col aussi. La mammographie bilatérale systématiquement couplée à l'échographie, l'outil de dépistage? Non, c'est dans la surveillance du cancer du sein. On fait mammographie bilatérale plus échographie tous les ans, à vie, après avoir eu un cancer du sein. Donc on essaye de vous faire confondre les deux. Le dépistage du cancer de la prostate est optionnel et comporte le dosage du PSA couplé au toucher rectal? Oui. Le dépistage du cancer du col de l'utérus est destiné aux femmes à partir de 30 ans. Ah non, à partir de 25 ans. Mais à partir de 30 ans, il est effectué tous les 5 ans. Bien, on avance. Indiquer l'indice de performance, selon l'OMS, d'un patient qui reste alité 65% de son temps. Là, je ne veux aucune erreur. C'est une question vraiment facile et du rang A, même encore plus haut que A. Bien. OMS 3. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Alors, c'est une question, je suis d'accord avec vous, qui peut porter à confusion. On va peut-être la passer. C'est une question qui est tombée 2 fois aux examens blancs nationaux, il y a 2 ans et il y a 3 ans. Bon, on va quand même en parler. Je sais que maintenant les TNM ne sont plus trop au programme. Alors sachez qu'en urologie, notamment sur le cancer de la vessie, ce sont des urologues qui font le dossier. Et pour les urologues, un dossier de cancer sans des questions sur le TNM, ce n'est pas un dossier de cancer. Alors souvent cette question est annulée, elle est tombée 2 fois. Donc voilà. Sachez que si vous voyez un TNM à votre examen, la question sera sûrement annulée. Ne paniquez pas, d'accord? Renforcement positif, on se dit allez, c'est pas grave, on avance. Je compte sur vous. Bon, donc une petite question sur le TNM pour vous mettre dans l'embarras. Voici le compte-rendu anatomopathologique d'une tumeur colique. Donc on retrouve un adénocarcinome libercunien avec infiltration de la sous-muqueuse. Et 3 des 12 ganglions sont en V. Quel est le stade PTNM de la tumeur? Donc, c'est un PT1-PN1. Pourquoi? Voici le PTNM. Donc PT1 parce que infiltration de la sous-muqueuse et PN1 parce que j'avais dit 3 ganglions sur 12, donc moins de 4 ganglions. Bien. On va pas s'attarder dessus, on avance. Cette question me permet de rebondir sur ce rappel qui est très important. Alors soyez attentifs, s'il vous plaît. Le symbole P. Le symbole P est établi sur la pièce opératoire. Je dis bien sur la pièce opératoire. Donc si on vous dit que le patient a un cancer du côlon, qu'on allait faire une biopsie,